Bonjour à tous. Voilà, on entame une future, un voyage finalement. Un roman voyageur, un roman d'aventure, et cette petite chose en plus, on en reparlera à la fin de l'exposé. L'histoire des personnages, on peut peut-être l'envisager sous forme de 4 marches qu'il nous faut gravir pour monter au bord du roman. La première des marches, Taklamakan, c'est quoi ça? Taklamakan. Notez d'abord que ça, je trouve que ça sonne pas mal. Hein. Oui. Ces 4 syllabes, cette succession des A, je trouve que ça claque au vent. Alors que la signification est tout de même beaucoup moins drôle, puisque ça voudrait dire « celui qui y entre n'en sortira jamais ». Bon. C'est quoi le Taklamakan? C'est un immense désert de sable, ce serait le deuxième de la planète, après le Sahara, à l'extrême ouest de la Chine, en fait en plein cœur de l'Asie centrale. Alors, pour ceux d'entre vous, mais y en a-t-il dans cette assemblée, je ne crois pas, qui ne sont pas sûrs, Kirghizistan, Afghanistan, Pakistan, Ouzbékistan, tout ça, pour savoir un peu où on est, j'ai fait une petite carte ici que vous pouvez peut-être vous passer avec l'indication de ce Taklamakan, de cette immense zone de sable en plein cœur de l'Asie centrale. Alors, pourquoi le Taklamakan est-il un désert? C'est parce qu'il n'y pleut pas. Pourquoi n'y pleut-il pas? Parce que tout autour, en tout cas sur 3 côtés, il y a de très très hautes montagnes. D'un côté, c'est le plateau tibétain avec l'Himalaya. De l'autre côté, ça c'est au sud. Au nord, c'est ce que les Chinois appellent les montagnes célestes. Et à l'ouest, il y a les Pamirs. Bref, il n'y a qu'à l'est, vers Pékin, Shanghai, tout ça, où il n'y a pas de montagne, mais les pluies ne viennent pas par là. Donc, conclusion, il n'y pleut quasiment jamais. Mais parfois, les nuages parviennent à surmonter ces hautes montagnes. Elles arrivent là, au-dessus de ce désert et de la région qui l'entoure, que les Chinois appellent le Xinjiang, le nouveau territoire. Mais les habitants du lieu appellent souvent ces pluies les pluies du diable. Qu'est-ce que c'est que les pluies du diable? Eh bien, c'est lorsque les gouttes d'eau se transforment en vapeur avant même de toucher le sol. Donc, il fait chaud au Taklamakan, en été. Parce qu'en hiver, il y fait très froid. Comme vous voyez, c'est le paradis sur Terre. Mais je force peut-être un peu le trait, parce que tout de même, sur ces montagnes, il y a de la neige qui fond en été, qui donne des rivières qui coulent vers ce désert. Donc voici une image un peu plus proche. On voit là les zones neigeuses, les zones montagneuses. Et ce sont ces rivières qui abreuvent des oasis qui sont placées tout en pourtour de ce désert, parce qu'au milieu, il n'y a rien. Il n'y a même pas de mouches ou de moustiques. Donc, ces rivières alimentent les oasis, les cultures, permettent aux gens de boire de l'eau avant de s'enfoncer dans les sables et de disparaître dans le sable. Dans le sable, justement. Une des autres particularités du Taklamakan, ce sont les tempêtes de sable. Tempêtes gigantesques qui forment des dunes de plus de 200 mètres de haut et qui déplacent ces dunes en quelques jours de dizaines de mètres, toujours dans la direction. Ce sont des vents qui viennent du nord-est, du désert du Gobi, et qui poussent tout ça vers le sud-ouest. Alors, après ce petit aspect, cette présentation géographique, un petit peu d'histoire, le Taklamakan, c'était l'obstacle principal sur la route de la soie. La route de la soie qui venait donc de Xi'an, Chang'an autrefois, et qui amenait donc la soie, mais bien d'autres produits encore, jusqu'en Occident. Et donc, le Taklamakan était un obstacle
que toutes ces caravanes devaient contourner, en passant d'une oasis à l'autre, le long du bord du désert. Et elles se retrouvaient dans la grande ville de Kashgar, qui est une ville un peu magique dans cette région, avant de poursuivre sur l'Afrique centrale, sur l'Asie centrale. Et donc cette région, cette route de la soie, lorsqu'elle est devenue maritime vers le XVe siècle, eh bien toutes ces oasis, toutes ces villes ont lentement périclité, ont été abandonnées, ont été recouvertes de sable et ont disparu pendant des siècles jusqu'au fin du 19e, début du 20e siècle, où, il y a des découvreurs de trésors, des gens du coin, qui apportaient des objets aux quelques occidentaux qui passaient par là. Et alors ça a attiré des archéologues, des historiens, des linguistes sur cette région qui avaient pas mal à offrir. Et alors là, on aboutit en quelque sorte à la deuxième marche qui permet de monter à bord du roman. Justement, dans la deuxième marche, les peuplades indo-européennes, il y a les fameux Celtes qui ont marqué tellement de contrées jusqu'en Angleterre. Il y a les Germains, il y a les Thraces qui vont donner les Balkans, les Bulgares, et il y a les Tochariens. Eh oui, les Tochariens. Alors que Taklamakan, il faut bien avouer que ça sonne pas mal, hein. Les Tochariens, il faut bien avouer que c'est pas terrible. Hein. Turcophone, je pense. Non. Donc Tochariens. C'est les turcophones. Oui. Donc Tochariens, c'est pas terrible. Et pourtant, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Imaginez-vous, il y a 4000 ans, des Gaulois, non, pas tout à fait des Gaulois, mais presque, des Gaulois qui viennent du noyau, du foyer des langues indo-européennes et qui se déplacent 3, 4, 5 000 kilomètres jusqu'aux oasis qui entourent le Taklamakan. C'est une histoire qui m'a toujours fasciné. Alors, vous allez peut-être me dire, jamais entendu parler de ça, qu'est-ce qu'il nous raconte ce gars-là? Il faut des preuves, et je vais vous les apporter. La première preuve, c'est une fresque que je vais vous montrer, une fresque. Oui, parce que donc ces Tochariens se sont installés là-bas, ils ont créé des royaumes dans ces oasis. Ils ont adopté le bouddhisme quand le bouddhisme est venu de l'Inde, qui est pas loin, hein, finalement. Il suffit de passer l'Himalaya. Vous me dire c'est pas de la petite bière, mais enfin bon, ils l'ont fait. Oui. Et donc la première preuve que je vais vous montrer, c'est une fresque. Donc ces moines bouddhistes dans leur monastère faisaient beaucoup de fresques, notamment sur les grottes, dans les grottes. Et je vais vous montrer une fresque qui représente deux moines. Un moine typiquement Han, c'est-à-dire chinois, et un autre, en tout cas, dont on peut dire avec certitude qu'il n'est pas chinois. Donc, on dirait un Écossais, hein, on dirait un Irlandais, mais en tout cas pas un Chinois. Bon. Et donc, voilà les gens qui, il y a 4000 ans, sont arrivés dans cette région. Je vais peut-être passer ça. Deuxième type de preuve, eh bien, malheureusement, ça, je ne peux pas vous la montrer vraiment matériellement, parce que on a trouvé des tas de cimetières tout près de ces oasis, avec des centaines de corps momifiés, parce que la région est tellement aride que les corps sèchent naturellement. Il faut pas donc ce sont des momies naturelles, pas comme en Égypte là où il y a tout un traitement pour garder les corps. Non, donc des centaines de momies de gens aux cheveux blonds, aux cheveux roux, des gens avec des nez pointus. Hein, c'est comme ça que les Chinois appellent les Occidentaux. Donc des Européens quoi. Bon, donc
Et troisième preuve, mais ce sont les langues. Au début du XXe siècle, on a découvert des manuscrits dans des langues inconnues. Alors des linguistes ils aiment ça, trouver des langues inconnues. Alors ils se sont précipités là-dessus et ils ont découvert que c'était des langues indo-européennes. Bon, alors ils se sont demandé un peu comment c'est arrivé là-bas. Hein. Et en fait, les Indo-Européens, donc je suppose que je résume en quelques mots, on dit qu'il y a eu un foyer des langues indo-européennes, que certains situent en Anatolie, d'autres dans les Balkans, d'autres parfois en Ukraine, etc. Tous les Balkans. Oui. Et c'est de là que des dizaines, si pas plus, de langues se sont éparpillées. Et au fur et à mesure qu'elles s'éparpillaient, elles se distinguaient les unes de plus en plus des autres. Et les linguistes distinguent fondamentalement deux groupes dans ces langues, les langues de l'Est et les langues de l'Ouest. Les langues de l'Est, c'est par exemple le sanskrit. Le sanskrit qui est la langue sacrée, la langue religieuse de l'Inde. Mais il y a aussi le persan, l'avestan, donc qui est la langue sacrée de la Perse. Eh bien, il se fait que les tokariens, parce qu'il y a plusieurs langues, il y a aussi une langue, un peu comme le latin, une langue religieuse et une langue vernaculaire, vais-je dire. Bien, les tokariens n'appartiennent pas à ce groupe des langues de l'Est, mais appartiennent au groupe de langues de l'Ouest, les langues celtiques, les langues italiques, germaniques. Bon, ce qui est tout de même assez étonnant, puisqu'il y a 4 ou 5 000 kilomètres entre les langues tokariennes et les autres langues de ce groupe de l'Ouest. Donc voilà les trois preuves que j'ai en quelque sorte. Oui, tiens, je vais vous citer par exemple un exemple. Par exemple, un exemple. Le mot mère, maman, en français. En anglais, mother. En latin, mater. En grec, méter. En tokarien, maser. Difficile, je ne vais pas dire difficile de faire mieux, on pourrait peut-être faire un peu mieux, mais enfin bon, il y a tout de même, on sent là qu'il y a quelque chose de commun, hein, me semble-t-il. Et il faut bien dire que ces trois preuves, tout ça, ça ne me plaît pas trop à Pékin. Parce que les Chinois ont toujours considéré qu'ils avaient fait tout seuls. Et savoir qu'il y en avait d'autres qui leur ont apporté, par exemple, la roue. Et la roue, par exemple, avec le char à 2 roues, qui est une formidable arme de cavalerie, mais aussi le travail du bronze, par exemple. Ce qui fait que les Chinois, ils n'aiment pas trop. Bon, ils peuvent pas faire comme si ça n'existait pas. Bon, par exemple, il y a un musée à Urumqi, qui est la capitale du Xinjiang, dans la région qui entoure tout le désert, où on trouve quelques déserts. Alors on fait des recherches, mais enfin pas trop. Ça plaît pas trop. Eh bien, je me demande si je ne suis pas arrivé au bout de cette deuxième marche qui nous invite à monter à bord du roman. Et justement, tout à l'heure, je parlais de peuplade turcophone. Oui. Et quand il débarque, il a je ne sais pas comment ça se prononce, c'est Ouïghours. Ah, non. Très important la prononciation. Oui. Attention, oui, très très important. Oui. Hein? Oui, par exemple. C'est comme en Géorgie, il y a une ville qui s'appelle Tbilissi. C'est très difficile à prononcer. Oui, oui. Donc c'est très important. Vas-y. Oui, parce que, par exemple, ne faites pas comme l'ancien ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy. C'était Bernard Kouchner qui, à un moment, pendant quelques années, était. Non, Bernard Kouchner s'y prenait très très mal. Il aurait dû parler des Ouïghours. Et il parlait des yogourts. Ah non! Les yogourts par-ci, les yogourts par-là, les yogourts ont des problèmes avec les Han. Non, pas les yogourts, les Ouïghours, s'il vous plaît. Enfin, je suppose que maintenant, hein, si vous voulez trouver l'extrait, ça se trouve sur YouTube. Les Ouïghours. Donc j'étais pas loin. Oui, c'est ça. Donc, oui, prononciation très importante. Et donc, ces Ouïghours sont arrivés vers le 9e siècle dans cette région. Ils ont absorbé les Tokariens, qui étaient certainement beaucoup moins nombreux. Et
Alors, est-ce que ça veut dire que les Tokariens, fini? Eh ben non. Quand on se promène dans les grandes villes du Xinjiang, comme je l'ai fait, comme Kashgar, comme Khotan, comme Turfan, ben de temps en temps, on tombe face à, justement, à un Irlandais, ou par exemple, ou devant une Ixelloise, je trouve. Alors, voici la photo de deux jeunes filles, de deux jeunes Ouïghours. Vous verrez tout de suite qu'il y en a une qui pourrait très bien être dans les rues d'Ixelles, hein. Celle-là, elle a tout à fait. Là, je serais prêt à parier qu'elle a du sang tokarien, quoi. Ça, pour moi, ça ne fait aucun doute. Bon, ben alors, tout de même, je ne peux pas ici parler un peu de tout ça sans faire un petit exposé, non pas de géopolitique, mais parler un peu des Ouïghours, hein, de leurs problèmes. Donc, il y aurait 1,5 million de Ouïghours dans des camps, soi-disant, de formation. Bon. Alors, ceux qui ne sont pas dans ces camps, eh bien, chaque famille reçoit chaque mois la visite d'un fonctionnaire Han qui vient passer un jour ou deux dans chaque famille pour voir si, bon, ils sont musulmans, si tout de même, oui, d'accord, on respecte la religion, mais enfin, on n'est pas trop rigoriste, hein. Et puis, est-ce qu'on dit du mal de Xi Jinping? Bon, donc, et puis le mois suivant, on revient. Bon, alors évidemment, le prétexte donné à tout ça, à cette terrible répression, c'est l'islamisme, le djihadisme, le terrorisme. Et c'est vrai qu'il y a eu un tout petit groupe de djihadistes ouïghours. Certains d'ailleurs se sont retrouvés à Guantanamo, mais c'est un prétexte. La véritable raison de cette répression, c'est la volonté d'autonomie des Ouïghours, qui veulent créer ce qu'ils appellent le Turkestan oriental, un État. Et en fait, toute l'histoire de la Chine et du Xinjiang, cette région des Ouïghours, c'est lorsque l'Empire du Milieu était puissant, il partait vers l'ouest et il conquérait, il dominait cette région. Et puis il y avait une dynastie moins puissante, il y avait des problèmes à Pékin ou ailleurs, et les Chinois se reculaient, et cette région devenait de nouveau autonome. Et donc, siècle après siècle, c'est ce qui s'est passé. Mais il est évident que les Chinois ne sont pas prêts à donner l'autonomie au Xinjiang, hein, aux Ouïghours, parce que il y a aussi les Tibétains qui veulent l'autonomie. Il y a aussi les Mongols, la Mongolie intérieure, qui voudraient bien se séparer de Pékin. Donc, à la fois, tout ça, le Xinjiang, le Tibet, la Mongolie, ça fait plus du tiers du territoire chinois. Donc, malheureusement, les Ouïghours et les Tibétains sont mal partis. Je ne vois pas, à moins de l'écroulement de l'Empire du Milieu, et il faut bien avouer que c'est pas le chemin que ça prend pour l'instant, eh bien, c'est un peu foutu pour eux. D'autant que le Xinjiang est une région extrêmement riche. Du pétrole. Oui, au milieu du désert, il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a des minerais, toutes sortes de minerais. Mais il y a aussi pas mal de produits agricoles, du coton, et de la tomate. Je suis persuadé qu'une partie de la purée de tomates que vous mettez sur vos pâtes provient du Xinjiang. Elle est passée par l'Italie, on y a rajouté un petit filet d'huile d'olive et elle est devenue italienne. Mais la tomate, elle vient du Xinjiang. C'est un des plus gros producteurs de tomates au monde. Bon, eh bien, nous voici arrivés à la dernière marche. Oui, mais avant la dernière marche, essayons un peu d'être plus spontané. Le livre, il y a toujours un déclic, un livre. Donc, quel a été ton déclic? Est-ce que un voyage, une rencontre, une personne? Mais oui, mais écoute, je vais y venir, mais laisse-moi, sinon, hein, mon truc est bien rodé, comme vous avez pu le comprendre. on monte la 4e marche. Oui, c'est ça, oui. Et cette 4e marche, justement, tu sais qu'on a fait connaissance, que mon pays de cœur, c'est la Grèce, une vingtaine de séjours, un peu moins hélas avec un L, mais hélas avec 2 L.
On est dans l'étymologie. Ah, c'est la Grèce, hein, c'est la Voilà. Grèce. Et donc, tu as quelque chose de grec? Mais non, moi malheureusement, j'ai cru comme ça quand j'étais effectivement adolescent que un cousin de Périclès avait remonté la Meuse et que, mais non, il se fait que c'est un nom, on ne peut plus wallon. Enfin bon, voilà. Il y a du côté de l'Ewalef, je ne sais pas si le cimetière est rempli de hélas avec H pas H, deux L, un L, S à la fin, pas d'S, accent. Enfin il y a toutes les, ben voilà. Mais par contre, c'est vrai que, hélas, c'est la Grèce antique, le Parthénon, Socrate, tout ça, et Alexandre le Grand. Avec cette expédition absolument fabuleuse, extraordinaire, au IVe siècle avant Jésus-Christ, parti de Macédoine jusqu'en Inde. Il n'est pas allé au Taklamakan, mais il l'a longé. Et en fait, il est à l'origine de la première symbiose entre l'Occident et l'Orient, entre l'Est et l'Ouest. Il a créé là une civilisation qui a tout de même duré pas mal de siècles. Il y a la sculpture Gandhara, il y a des tas... Il y a quelque chose là qui s'est passé. Et d'ailleurs, au Taklamakan, on a trouvé par exemple des chérubins, des fresques de chérubins qu'on aurait cru tout droit venus de Pompéi. C'était assez flagrant. Et tout ça, finalement, il a fallu attendre la fin du 19e et le début du 20e pour que ce soit découvert. Alors, mon nom de famille, c'est aussi, hélas, mais rassurez-vous, je ne vais pas vous raconter ma vie, mes craintes, mais vous dire un peu en un mot comment je suis arrivé là-bas. C'est que donc j'étais journaliste au journal télévisé de la RTV au moment des Jeux Olympiques d'été. Et le JT voulait faire des tas de reportages sur la Chine. Alors j'ai été voir mon rédacteur en chef et je lui ai dit, on parle toujours de l'Est de la Chine, de Pékin, Shanghai, mais on ne parle jamais de l'Ouest, alors que c'est une région immense. Et donc j'ai proposé d'aller y faire des reportages. On m'a dit, ok, vas-y. J'ai obtenu les visas de l'ambassade de Chine, c'était pas évident, parce que moi j'y allais notamment parce qu'il y avait déjà des problèmes entre les Ouïghours et les Han, mais moins graves qu'aujourd'hui. Mais donc il n'était pas trop chaud, mais enfin finalement ça s'est arrangé. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai découvert ce pays. J'ai apprécié les Ouïghours qui sont vraiment des gens tout à fait charmants. J'ai apprécié ces paysages de ce désert qui est vraiment majestueux. Toutes ces villes perdues, oui, ça m'a beaucoup plu. Mais vous allez me dire, bon, c'est bon tout ça, mais et la littérature là-dedans, Bon, est-ce qu'on parlerait un peu littérature? Bon, eh bien... Au début de mon exposé, je parlais de romans voyageurs, de romans d'aventure et de cette petite chose en plus. Mais cette petite chose en plus, c'est le style. La littérature peut se démoder, mais pas le style. Et pour rentrer dans le passé, Sénèque, dans les lettres à Lucius, dit « Le style est le vêtement de la pensée ». Or, chez toi, il y a un style... Je ne suis pas tenu. Non, parfait. Voilà, et il y a un style clairement cinématographique dans ton écriture. On en reviendra pour ne pas déborder de trop au cinéma. Et il se fait que, sans se concerter, le livre fait quand même quelques pages. On a choisi tous les deux le même extrait. Donc je vais vous le lire, plutôt deux extraits. Je vais lire le premier. Suivre de longues... Est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord présenter les personnages? Non? On va lire et tu enchaînes après. D'accord. Suivent de longues minutes de silence. Il sort, les yeux rougis, s'avance de quelques pas et nous fait signe de le rejoindre. Pliés en deux, nous pénétrons par une porte basse dans une grande pièce. Une salle de prière plongée dans un demi-jour, une lumière fanée par un confinement d'une dizaine de siècles au moins. Depuis l'assèchement des rivières et des puits, depuis l'abandon du monastère, nos yeux s'habituent peu à peu. Sur 3 des 4 murs, une fresque représente des moines, des Tokariens et des Chinois Han, assis en cercle sur des tapis
par groupe de 8. La scène vire devant moi. Ces moines, en position du lotus, me semblent vivants. Ils m'attirent irrésistiblement. Je me sens transpercé par ceux qui me regardent. Alors maintenant, mets-nous en situation. Oui, ça c'est celui qui dit ça, c'est un des deux personnages principaux du roman. Il s'appelle Marc de Bruyne. C'est un linguiste à l'UCL, à Louvain-la-Neuve. Donc c'est un linguiste antocarien. Actuellement, il y a plusieurs linguistes là à Louvain-la-Neuve, mais un peu dans le monde entier. C'est manifestement un sujet. Les langues tocariennes sont aujourd'hui un sujet beaucoup d'intérêt des linguistes. Et donc, ce Marc de Bruyne était invité à une exploration d'un site de fouilles quelque part au Taklamakan. Et donc, il va découvrir là, il va faire une découverte qui va vraiment tournebouler sa vie, quoi, en quelque sorte. Ça, c'est. Pas trop en dire, hein, pas trop en dire. Non, pas trop en dire, non. Oui. Alors, il y a un deuxième personnage. Vas-y. Le deuxième personnage, c'est une américaine, Chloé McDonald. Bon, elle a un père qui est un Marine, vous savez, le corps des Marines, et elle veut aussi être une Marine, mais pendant sa formation dans ce corps d'élite de l'armée américaine, elle va faire l'objet d'une expérimentation pharmaceutique. Et on sait que les Américains sont assez... la CIA, tout ça, a fait pas mal d'expériences semblables dans le passé. Il s'agit un peu d'améliorer l'obéissance de cette belle jeunesse un peu trop indisciplinée pour qu'ils obéissent à leur officier. Alors on tente une expérience avec un soi-disant médicament, mais ça va tourner à la catastrophe. Et tout l'escadron, dont Chloé, va développer un irrésistible besoin de reconnaissance, un appétit de regard, une quête des regards de toutes les façons, que ce soit des regards d'amour, de détestation, de mépris, de haine, de désir. Tout est bon, comme si sans regard, cette personne disparaîtrait. C'est d'ailleurs, je fais une petite parenthèse ici, la toute première origine de ce roman, c'était un peu une idée un peu de science-fiction, mais comme ça me me tente pas beaucoup la science-fiction, c'était de faire un roman sur un être qui, pour ne pas disparaître, devait avoir tout le temps au moins une personne qui pensait à lui. Il devait s'arranger sans cesse pour avoir quelqu'un qui pensait à lui. S'il n'y avait plus personne, il disparaissait. Donc c'était l'idée de base, mais qui a, c'est très fort changé, puisque ici, c'est devenu le besoin de reconnaissance de ces militaires-là. Alors, elle va, en lisant le New York Times, elle va découvrir, McDonald's, qu'un linguiste belge a découvert des textes dans une langue inconnue, et dans l'article, on dit un peu ce qu'il y a dans ces textes, et elle y voit, mais je ne peux pas vous dire quoi, il ne faut tout de même pas tout dire, elle y voit une façon de sortir de ce besoin effréné de reconnaissance. Oui, et elle part en Belgique, et elle rencontre Marc de Bruyne. Alors il se passe entre ce que les êtres jeunes et beaux font entre eux, et alors ils partent ensemble au Taklamakan, où ils vont connaître pas mal d'aventures. Alors, et là-bas, ils vont trouver ce que tous les deux, cherchent depuis l'adolescence. Alors, faut-il un Taklamakan pour se révéler à soi-même? Telle est la question métaphysique un peu de ce livre. Mais attention, ce n'est pas un conseil. Non, n'allez pas au Taklamakan pour essayer de trouver votre identité. Ça n'est pas, ça risque peut-être pas de mal tourner, mais enfin, vous risquerez d'être déçu. Tu avais un extrait? Ah oui, c'est vrai. Oui. Un petit extrait justement sur ce besoin de Chloé. Oui. Bon, alors elle essaye tout, Chloé. Elle essaye tout. Elle a même trouvé une église
un moment où quelqu'un lui a dit que peut-être ce besoin de reconnaissance serait reconnu. C'est l'église du désir de Christ. Bon, alors, elle y va. L'extrait là, c'est sa sortie de cette église. Une demi-heure plus tard, Chloé quitte l'église du désir de Christ d'un pas allègre. Ce pasteur l'a écouté. Il est plein de compassion. Il se soucie de mon essence divine, comme il dit. Et il pense à moi, c'est toujours bon à prendre. Il a dit qu'il priera tous les jours pour ma délivrance. Son euphorie lui fait oublier d'accrocher, une règle qu'elle s'est fixée, le regard des passants qu'elle croise. Elle vérifie dans son sac qu'elle a bien la petite brochure de l'église. Arrivée à la station de métro, elle s'engage avec un pincement au cœur sur l'escalier roulant qui plonge dans les entrailles de New York, comme si elle retournait dans l'enfer du regard des autres. Un exorcisme pourrait-il la libérer de ce qui l'accable? Pourquoi pas? Comment a-t-elle pu oublier son éducation religieuse? C'est le mal qui la dévore. Mais un médicament peut-il être maléfique? Le pasteur l'a répété, le mal peut prendre toutes les formes. L'espoir d'un retour à une vie normale l'envahit. Ah, si elle pouvait retrouver la délivrance, ce serait le repos, le relâchement, ne plus ajouter sans cesse de nouveaux regardants, oublier cette tâche sans fin qui l'épuise, qui la laisse infiniment lasse. Cette quête des regards, c'est une guérilla plutôt. Jamais d'assaut frontal, tout en ruse, en séduction ou en répulsion, mais une guerre perdue d'avance, elle le sait. De paix, il n'y en aura jamais. Elle devra continuer à se battre contre tous ceux qui l'ignorent, tous ceux qui font semblant de ne pas la voir. Comme ce passager assis devant elle dans la rame de métro. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu ne m'oublies pas? Oui, toi qui viens de lever les yeux de ton journal. As-tu vu mon sourire? As-tu vu que je m'intéresse à toi pour que tu ne m'oublies pas? Pour que tu penses à moi? Ce soir? Demain? Cette femme à tes côtés me dévisage avec méchanceté. Elle me déteste, pourvu qu'elle s'en souvienne. Voilà. Voilà. On ne va pas trop déborder. Et je parlais de style cinématographique chez toi, et j'ai eu la chance de voir ton film qui s'appelle L'Arbre Providence, qui a eu le prix du jury des films du Festival de Porquerolles. Et j'ai beaucoup aimé ce sujet parce qu'il parle finalement de bon sens et d'écologie, dans le sens où on parle d'un arbre, on est en Afrique, dans la brousse, et on remet en lumière dans ce film une pratique agroforestière ancestrale qui permet de planter certains arbres, contrairement à tout ce qui se fait dans les champs de café, cacao, légumes, et qui fertilise en fait. Et ce qui est intéressant dans ton film, c'est de comprendre que tous ces gens s'attirent des ennuis de l'industrie des engrais chimiques. Je te laisse terminer. Là-dessus? Bah oui, Oui. Imaginez, enfin, on parle tout à fait autre chose, là, mais enfin, Oui, mais justement. 30 secondes. Quel est l'engrais le plus important? C'est l'azote. Où y a-t-il beaucoup d'azote? Ici, par exemple, il y a énormément d'azote. 80% de l'air, c'est de l'azote. Il se fait que chez nous, ça commence. Il y a des paysans qui sèment de la luzerne, etc. Parce que la luzerne pompe l'azote de l'air et le met dans le sol. Eh bien, en Afrique, il y a des arbres qui font ça. Des arbres, beaucoup d'arbres. Mais ces arbres ont été oubliés lorsque les engrais chimiques sont venus après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un jeune Belge qui a redécouvert ça, en quelque sorte. Une trentaine d'années. Oui, il y a une trentaine d'années. Et donc, maintenant, il a créé une ONG qui se développe pour l'instant un peu partout en Europe en Afrique de l'Ouest. Et donc, on replante ces arbres fertilitaires qui pompent l'azote de l'air, le déposent tout autour d'eux. Et là, on plante Du cacao, du café. Du cacao, du café, des céréales, des légumes, qui profitent de cet engrais et qui profitent aussi de l'ombre que donnent ces arbres. Donc c'est une solution extraordinaire, mais qui évidemment ne plaît pas aux gens qui vendent des engrais. Hein?
Est-ce qu'on peut comprendre ça? Non, je ne comprends pas. Enfin bon, voilà la petite parenthèse sur, Voilà. sur ce film. On va terminer ici. Merci à tout le monde. Il y a quelques livres de Michel à dédicacer dans l'autre pièce. Eh bien, merci à tout le monde. À la prochaine.